Salut les meufs et bienvenue dans Bande de Meufs. On se retrouve aujourd'hui autour d'un sujet bien souvent trop douloureux pour être évoqué et pourtant. On parle régulièrement de l'amour inconditionnel d'une mère. On nous répète qu'une maman c'est sacré, qu'on n'en a qu'une. Mais que se passe-t-il quand ce lien censé être un refuge devient l'une de nos plus grosses blessures ? Aujourd'hui, Yael a accepté de nous livrer son histoire, celle d'une relation toxique entre une fille et sa maman, et de la façon courageuse dont on essaie de s'en sortir. Salut Yael et merci d'être là. Salut les filles, ravie. Merci de partager ce canapé avec moi. Petit fauteuil. Ouais, ravie de passer ce temps avec vous. On sait que c'est une première, du coup, un premier partage officiel. Et merci, bon, il y aura forcément des remerciements à la fin, mais déjà merci parce que c'est jamais un exercice facile et c'est très courageux. Donc merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es ? La Yael aujourd'hui. Bien sûr, qui est Yael ? Yael, j'ai 32 ans, je suis en couple depuis plus de 7 ans maintenant et je suis très heureuse et très épanouie. Ça a été un long chemin de bataille, mais aujourd'hui tout va très bien pour le meilleur des mondes. J'accompagne aujourd'hui les femmes à se sentir à l'aise dans la prise de parole. Donc je me présente comme étant une facilitatrice de la prise de parole pour qu'elles soient décomplexées. Voilà, c'est le mot. Et être bien dans ses baskets surtout. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance ? Oui, je peux. Alors, il faut savoir que moi, je suis la numéro 6 d'une fratrie de 7 enfants. D'accord. Des mêmes parents. J'ai un demi-frère qui s'est ajouté en 2019. Donc, on est une fratrie de 8 enfants aujourd'hui. D'accord. Et élément important, je n'ai pas de souvenir de mon enfance avant mes 6 ans. C'est-à-dire que mon subconscient a blackout. J'ai eu une enfance, on va dire, différente, mais j'ai été entourée de l'amour de mes frères et sœurs. Je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui, si on me demande, c'est ce que je retiens le plus. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, du coup, j'avais 6 ans. C'est en adéquation avec justement ce blackout. Et j'ai une famille pleine de secrets. Pleine de secrets. Mes parents ont fait partie d'un mouvement sectaire, donc bien avant que je naisse. Et c'est ce qui a un peu engendré et provoqué plutôt le divorce de mes parents. Mon papa s'est rendu compte du coup assez tard que c'était pas forcément très sain ce qui se passait à l'intérieur de ce mouvement. Fort heureusement, moi j'ai 0 souvenir de tout ce qui s'est passé. Et ça a été un gros tabou. C'est-à-dire que j'ai appris cette histoire, je crois que j'étais quasiment majeure. J'étais pas du tout au courant. Ah oui, d'accord. Parce que vous êtes quand même nombreux dans beaucoup de frères et sœurs. Et il y a personne à un moment donné qui te l'a dit ou c'est pas dans vos discussions, c'est pas sorti à un moment donné. Ah, ça a été un sujet hyper tabou. Je pense qu'il y a eu des bribes, mais comme on ne le disait pas explicitement, c'est difficile de le comprendre et de le concevoir. J'ai toujours senti qu'on était différents, parce que déjà on est une grande famille et que c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Mais c'est quelque chose qui a été très tabou. Quand j'ai appris, du coup, que j'ai compris ce qui s'était passé, c'était un sujet qui était un peu balayé par mes grands-parents qui ont beaucoup souffert du coup de ce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont vu leur enfant s'éloigner et s'embourber dans un truc... pas dingue. C'est arrivé au moment à tes parents en fait, pas c'est pas depuis tes grands-parents ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est vraiment vous avez parents. connu ça Ouais. De par tes parents. Exactement. Okay. Ouais, mais non, mes grands-parents du côté de ma mère sont chrétiens, pratiquants, et du côté de mon père, ils étaient plutôt protestants, donc rien à voir avec ce mouvement-là. Et donc du coup, si on regarde les photos de famille et d'enfance, on comprend qu'il y a un truc qui est pas normal. Nous, on en rigole aujourd'hui, on se dit qu'on était à la petite maison dans la prairie. Clairement, okay. C'était ça. On avait des petites robes à fleurs, on n'avait pas le droit de porter de pantalon, nous les filles. C'était vraiment comme à l'époque. Et regarde, une série, Sois belle et tais-toi, Sois gentille et tais-toi. Ouais, alors là, ça parle de polygamie, je crois. Mais là, c'était pas... C'est level up, mais effectivement, il y a ces photos de petites filles qui sont... habillées comme des petites filles. Ouais, quoi. C'est ça. Et c'était des robes vraiment d'époque, vraiment. Vous voyez l'image des rideaux de vos grands-mères avec plein de grosses fleurs ? C'est ce que je portais. Voilà. Et juste pour resituer dans le contexte, tu nous dis donc que c'était tes parents, mais donc tes frères et sœurs ont connu ça. Ils sont nés dans ce mouvement sectaire. Eux ont des souvenirs ? Oui. Mes sœurs aînées et les 4 premières
plus mon frère ont tous des souvenirs. Mes frères et sœurs, qui sont plus grands que moi, ont été très protecteurs envers les plus jeunes, envers les 3 plus jeunes. Parce que je pense que toutes, en fait, on n'avait pas vraiment de souvenirs parce qu'on était petites. Si ce n'est que c'est pas normal de ne pas avoir de souvenirs. Normalement, on a quand même des flashs où on a des choses. Moi, j'ai rien du tout. Et on a été très protégés. Mais je ne comprenais pas. Pour moi, c'était un amour fraternel, classique, normal, quoi. Donc toi, t'étais protégée, tu t'as senti que t'étais protégée, peut-être plus que tes copines autour de toi par les grands. Est-ce que tes grands frères et tes grandes sœurs étaient en sécurité, te protégeaient parce qu'ils se sentaient... Comment ils le vivaient par rapport à ça ? Très bonne question. Comme ça a été un sujet qui a été longtemps tabou, c'est un sujet qu'on évitait parce que je pense que ça ravivait des souvenirs qui étaient inconfortables, surtout pour les plus grands. Mais je dirais que mes 2 sœurs aînées, elles ont vécu des choses pas cool. Mais encore une fois, je l'ai appris sur le tard, vraiment sur le tard. Mais c'est ce qui m'a permis de comprendre en fait certains comportements, certaines décisions. Parce que mes 2 sœurs en fait ont été en rupture avec ma mère très tôt et je comprenais pas pourquoi. Ma sœur aînée, donc on a 9 ans d'écart, elle s'est émancipée à 17 ans. Elle est partie vivre avec son chéri de l'époque et mon autre sœur est partie vivre chez ma grand-mère paternelle. Donc en fait, j'ai pas grandi avec mes 2 sœurs aînées et mon frère aîné. Je ne les voyais quasiment pas. Donc, on n'avait pas noué de lien jusqu'à notre majorité, peut-être. On se voyait de temps en temps et pendant les vacances ou quoi que ce soit quand on allait chez mon père. Mais on n'avait pas une vie de famille normale. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me posait la question, ce qui est très drôle, combien t'as de frères et sœurs, et que je disais que j'en étais 7, et les gens ils disaient « Oh, ouais, mais les repas de famille, ça devait être dingue. » J'ai pas de souvenir. Non. J'ai pas de souvenir. Le départ de tes sœurs et de ton frère, toi, tu le vis comment ? Parce que tu es dans l'incompréhension, mais est-ce qu'il y a quelque chose... comment, par exemple, parce qu'on va venir sur le sujet de ta maman, mais comment tes parents justifiaient ça, en fait, à l'époque ? Et franchement, j'ai 0 souvenir. J'ai 0 souvenir. Moi, mes souvenirs, ils ont commencé à se créer post-divorce. Et au moment où on habitait dans une autre maison avec ma mère, avec mes sœurs plus jeunes, du coup. Et vraiment, j'ai le souvenir... Alors, je sentais qu'on était différents. Et moi, j'avais vraiment un monde imaginaire où je me réfugiais. Parce que j'avais bien conscience que ce que je vivais n'était pas la normalité. Donc, pour moi, et quand t'es petite et que t'as 6-7 ans, c'est la honte. T'en parles pas. Donc, tu t'inventes une vie. Tu t'inventes complètement une vie. Mais j'ai vraiment le souvenir d'une enfance heureuse avec mes frères et sœurs. Enfin, mes sœurs, du coup, puisque j'ai grandi avec elles, on jouait tout le temps. On était très proches, très soudés. Donc, j'ai pas le souvenir d'avoir été, en tout cas plus jeune, d'avoir été malmenée. Je sais que j'ai vécu des choses qui n'étaient pas faciles. Quand mes parents ont divorcé, moi, je voyais mon papa au début tous les week-ends. Et encore, j'ai pas de souvenir. Mais mon papa, c'est désolidarisé de ses plus jeunes enfants. Donc mon papa, que j'aime d'amour aujourd'hui, on n'avait pas de relation quand on était plus jeune. Pareil, notre relation, elle a commencé à se construire vers mes 18 ans. Donc pour moi, c'était un peu un inconnu. J'avais pas le choix que d'aller chez lui. Mon papa, je pense que c'était la crise de la quarantaine, divorce, donc il refaisait sa vie, quoi. Il vivait, quoi. Donc j'ai pas très bien vécu, je pense, au début les week-ends chez lui, parce que je comprenais pas quel était l'intérêt. On partageait rien avec lui. Par la suite, donc il y a eu, ça a commencé, je pense, dès notre plus jeune âge, les discours pas très positifs envers mon papa. Que mon papa n'était pas un père présent, que mon papa n'était pas quelqu'un d'aidant, que mon papa était une mauvaise personne. Donc on me cultivait plus ou moins ça. Ta maman principalement ? Ouais, que de ma mère. Ta mère, elle est comment à cette période-là ? Eh bien, j'ai pas trop de souvenirs parce que à l'époque, si tu demandes à la petite Yael quelle était sa relation et comment elle vivait à sa maman à l'époque, je te dirais ma maman, elle faisait tout pour nous. C'était une maman hyper protectrice, dévouée, etc. Mais avec le recul, aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, c'était pas le cas. Elle nous demandait déjà de prendre parti, en fait. Avant même qu'ils soient séparés, avant même qu'ils soient divorcés. Ils étaient déjà divorcés. Mes souvenirs, avant le divorce, j'en ai pas. Donc là, tout ce qu'on aborde, c'est à partir du moment où tu as eu des souvenirs, donc à partir du moment où tu as eu 6 ans, et du coup à partir du moment où tes parents ont divorcé. Ouais. Et c'est là où, avant ça, les souvenirs de ta maman, c'est une maman un peu parfaite, tout va bien. Ouais. Et puis à partir de ce moment-là, en fait, il y a quand même des choses qui rentrent dans votre tête. Ouais. Un discours qui change. Mais on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que c'était quelque chose de naturel et que, oui, maman, elle a raison. Maman, elle est là pour nous protéger. Maman, elle fait tout pour nous et c'est ce qu'elle nous répétait.
elle se dévouait pour nous à trouver une maison où on pouvait avoir un toit sur la tête, où on pouvait manger à notre faim, parce que moi j'ai le souvenir à l'époque que on avait des tickets, on avait des rations auprès je crois que c'était le Secours populaire ou la Croix-Rouge. Donc j'ai le souvenir d'accompagner ma maman dans une salle où on devait choisir des briques de lait, tous des petits trucs. Donc j'ai grandi avec vraiment une vision anormale de la famille. Mais je dis pas pour autant que j'étais malheureuse, parce que à ce moment-là... C'était ta normalité, toi. Ouais, exactement. On allait s'habiller chez Emmaüs, ou alors je récupérais les vêtements de mes sœurs. Donc je connaissais pas le plaisir que c'était que d'acheter des vêtements. Mais à l'époque... Oui, t'étais dans une autre réalité, toi. Ouais, c'est ça. Mais t'en souffrais pas parce que... J'en souffrais pas. T'étais pas en comparaison, t'étais dans ta bulle, en fait, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et tout bascule au moment du divorce, et là, du coup, ça devient plus dur. Ça devient plus dur. Moi encore, de mon spectre avec moi, petite Yael, elle ne se rend pas compte, mais je vois les fragmentations qui commencent à se faire entre mes frères et sœurs aînés. Ma sœur aînée qui part de la maison. Ma deuxième plus grande sœur qui, au début, vit avec nous et puis du jour au lendemain disparaît. Mon frère, je l'ai quasiment très peu vu. Et en fait, j'ai pas de souvenirs. Vous voyez, j'imagine que vous avez sans doute des souvenirs de vacances de famille quand vous êtes plus jeune. J'ai pas vécu ça. Je n'ai pas de souvenirs. Et c'est en grandissant, surtout au moment de l'adolescence, même encore avant, où il y a eu des événements en fait un peu traumatisants entre guillemets qui sont apparus. Ma sœur aînée s'est mariée et il y a eu une querelle énorme. Moi, je ne comprenais pas, encore une fois, parce que j'étais extérieure à tout ça. Mais je voyais ma mère et ma sœur se déchirer. Je ne comprenais pas pourquoi. Mon autre sœur se marie, ma mère n'est pas invitée au mariage. Donc là, ça commence déjà à prendre une ampleur plus importante, où là, ma mère nous demande de prendre parti. Et si on va au mariage de ma sœur, c'est qu'on est d'accord avec ce qui se passe. Sauf que, pour nous, c'est une bonne nouvelle que ma sœur se marie, quoi. Et puis, c'est leurs histoires. On veut rester extérieur à tout ça. Et post-mariage, mes deux sœurs font la route, parce que nous, on habitait donc dans l'est de la France à cette époque-là. Ma mère avait été rapatriée sanitairement. C'est une autre histoire. Et mes deux sœurs aînées habitaient dans les coins de Lyon, en gros, pour la faire courte. Décidées, en fait, à crever l'abcès avec ma mère, elles ont fait la route jusqu'à Metz. Ouais, j'ai un souvenir vraiment de ce moment qui était... horrible, parce que mes sœurs sont arrivées. Et en fait, ma mère, je ne l'ai jamais vue dans un état pareil. Elle était dans une crise d'hystérie, à hurler, mais j'avais jamais vu ça. Donc nous, on a été confinés à l'étage, donc toutes les plus jeunes, et en fait, on entendait ma mère hurler, mes sœurs crier aussi. Nous, on était en larmes parce qu'on comprenait pas ce qui se passait. T'as aucune idée? Tu sais que du coup, ça fait plusieurs années qu'il y a des tensions entre tes grandes sœurs, ta maman. Ouais. Mais toi, t'as aucune idée de d'où ça vient, etc. À ce moment-là, il y a des tensions entre tes grandes sœurs et ta maman. Toi, tu vis bien avec ta maman et tes petites sœurs. Ça allait, ouais. Et par contre, t'as pas trop de relation avec ton papa. On te force quand même à aller voir ton papa, mais t'as pas plus de relation que ça. Tu y vas, je pense, pour lui faire plaisir à ta maman. Ouais. Mais c'est ça le contexte. Ouais, c'est ça le contexte. Et là, tu comprends pas ce qui se passe. On comprend pas ce qui se passe. On comprend pas. Juste, pardon, mais t'as quel âge pour situer à ce moment-là? C'était parce qu'on a fait quand même un bond. On venait d'arriver à Metz, donc j'avais 13-14 ans. Oui, donc t'es quand même jeune. T'as pas forcément la tête à te dire qu'est-ce qui se passe. Toi, t'es pas à chercher à comprendre pourquoi. Mais c'est à partir, je pense, de ce moment-là que j'ai commencé à être un peu plus en alerte sur le comportement de ma mère, les propos de ma mère, les décisions, tout ce ce que je pouvais entendre. Parce que de tes 6 ans à tes 13 ans, comment avec le recul, ou en tout cas à l'époque, il n'y a pas de signe de relation étrange avec ta maman. Toi, tu vis... en même temps, t'es jeune. C'est vrai que tu vis, t'es dans le guidon, t'es dans le... Exactement, j'étais avec mes sœurs. T'analyses pas, t'es avec tes sœurs. Puis comme on le dit, une maman, c'est ton repère. Ouais, donc ça. En fait, tu lui fais pleine confiance et tu vas pas remettre en parole ou en question, sa parole. T'as d'autres choses à cet âge-là en tête que d'aller chercher la vérité que tu penses être celle qu'on te délivre, notamment. Voilà. Et puis j'ai plus de figure paternelle, donc la seule figure parentale que j'ai, c'est ma mère. Donc pour moi, elle dit que la vérité, elle est là que pour me protéger. J'ai pas du tout conscience qu'il peut y avoir déjà une manipulation de mise en place. Puis à cet âge-là, tu peux pas. C'est pas possible. Et puis donc intervient cette dispute, et à partir de ce moment-là, tu comprends qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais, je capte que c'est pas normal, que déjà de voir
Je comprends que mes sœurs ont fait spécifiquement le déplacement pour avoir cette discussion avec ma mère. Et vraiment, au moment où ça explose, ça doit faire même pas 5 minutes, 10 minutes qu'elles sont dans la maison. Elles ont même pas eu le temps de prendre le café ou quoi que ce soit. C'est qu'elles sont arrivées, elles sont rentrées dans le vif du sujet direct et que ça a escaladé. Donc nous, on était on était apeurés en fait avec mes autres sœurs, on comprenait pas. Et là, d'un seul, ma mère débarque dans la chambre et en fait, elle essaye de nous prendre à partie en nous disant mais vos sœurs sont folles, elles me hurlent dessus et c'est pas normal. Enfin, elle était dans une crise, je pense de je sais pas si on peut appeler ça de la psychose, mais elle était ou d'hystérie. Enfin, vraiment, c'était de l'hystérie. Ouais. Pour moi, ce moment, il a duré. Je pense qu'elles sont même pas restées 1 heure à la maison et elles avaient fait quand même 5 ou 6 heures de route. On rappelle. Enfin, c'était. Et donc là, mes sœurs ont dit, écoutez, on est là pour vous. Désolée de vous avoir fait vivre ça. Enfin, vraiment, regard protectrice de mes sœurs. On est vraiment désolée de ce que on est en train de vous faire vivre et ce que vous allez vivre par la suite, parce que ça a été le déclenchement de tout ce qui s'est passé par la suite. Où comme je vous ai dit, j'étais en alerte après ça. En fait, j'étais en alerte parce que j'ai capté qu'en fait, c'était pas normal qu'il y ait une relation comme ça entre des enfants et une mère puisse partir en sucette comme ça. Et est-ce que du coup tu veux nous dire ce qui s'est passé, ou est-ce que tu sais aujourd'hui déjà, est-ce que tu sais ce qui s'est passé et le sujet de la dispute, est-ce que tu le partages ou pas, et du coup sinon qu'est-ce que ça tout de suite a engendré après chez vous, enfin en tout cas chez vous les filles, mais toi particulièrement avec ta maman? Je n'ai pas l'entièreté de l'histoire de ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que ma mère, au moment du mariage de ma sœur aînée, donc ça remonte cette histoire-là, au moment du mariage, ma mère s'est retrouvée un moment seule avec le futur ou mari de ma sœur. Je sais pas la temporalité à ce moment-là. Il semblerait que ma mère ait eu des propos déplacés, pas envers lui, mais des propos déplacés par rapport à mon père, par rapport à ce qu'elle avait pu vivre, par rapport... voilà, je pense qu'elle était déjà dans sa mythomanie, on va le comprendre par la suite, mais elle s'est créé un monde et une vérité, et en fait, elle a... depuis je ne sais combien d'années, elle a cultivé en fait certains mensonges. Donc c'est principalement axé, orienté envers ton papa, avec un déchargement de mauvaises pensées, de mauvaises paroles sur ton père. Ouais. Okay. Je pense que ma mère, elle a jamais accepté que ses enfants puissent voir du bon chez mon père. Et donc, c'est pour ça que dès le plus jeune âge, elle a commencé à nous faire comprendre que votre papa, il passe pas assez de temps avec vous, c'est pas normal, c'est pas un bon papa. Quand vous allez chez lui, vous avez pas envie d'y aller, hein, donc c'est pas normal. Enfin, vraiment, elle cultivait ce truc de votre papa est une mauvaise personne. Et avec le recul, et j'en ai parlé avec mon papa il y a pas si longtemps, je m'en veux, mais en même temps, en étant enfant, je pouvais pas comprendre ce qui se tramait derrière, en fait. Je pouvais pas traduire. Tu peux pas faire autrement. Enfin, tu réfléchis avec ce qu'on te donne. Et puis t'as ton repère, ta figure, c'est ta maman. Exactement. Bien sûr. Et comme mon papa n'avait pas l'air de se battre pour nous, je me suis dit, bah, elle a raison. Mon père, oui, c'est ça aussi. Ouais. Et donc... ça, comment il l'a expliqué, ton papa, avec le recul Alors, mon papa, donc dans ce mouvement-là, mon papa commençait à avoir une place assez importante. Et un jour, en fait, en plus cette discussion, on l'a eu il y a pas si longtemps, c'était pendant le Covid, donc j'étais déjà bien âgée, pas très jeune, quoi. Et c'est là où on a commencé à en parler, parce qu'on avait 4 heures de route tous les deux, et en fait on a ressassé le passé, et puis ça a été très libérateur comme parole. Et mon papa m'a expliqué que lui, en fait, il avait rejoint déjà ce mouvement parce que quand il était plus jeune, il n'avait pas une enfance non plus très heureuse, il n'avait pas d'amour de ses parents, et il m'a dit c'était soit je me tournais vers la religion, soit je devenais délinquant. Donc il a choisi la religion. La religion plutôt que... Et je pense que comme ma mère, c'est quelqu'un de très complexe et d'atypique et de différente. Elle aussi a rejoint ce mouvement-là. Alors c'est pas très clair parce qu'il y a un côté qui dit que mon père était déjà dedans et l'autre côté dit ma mère non était déjà dedans. D'accord. Donc on ne saura jamais. Le vrai du faux. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? En tout cas, ils se sont rencontrés là-bas. Ils se sont. Alors il paraîtrait qu'il y ait une personne tierce qui est rentrée dans l'équation et qui les a fait rencontrer. Mais il se dit que ma mère avait déjà un pied dedans. Sauf que tu ne peux pas intégrer ce mouvement si tu n'es pas marié, enfin si tu n'es pas en couple. Les célibataires, en tout cas c'est ce que moi j'en ai compris. Et donc mon papa, je pense que ça a été
libérateur pour lui et qui s'est créé sa propre vie, sa vie de famille. Ils avaient envie d'une famille nombreuse, donc il a créé quelque chose qu'il n'avait pas de son enfance. Au moment où du coup ça a commencé à basculer juste avant le divorce, mon papa s'est rendu compte qu'en fait il se passait des choses pas très nettes. Il s'est passé des choses assez dures avec mes sœurs aînées. Je pense que vous pouvez traduire entre les lignes. Et il a décidé du coup de quitter ce mouvement et c'est irréversible. Tu ne peux pas retourner dans le mouvement. Et quand tu quittes le mouvement, tu dois quitter avec ta femme et tes enfants. Personne ne peut rester. Et ma mère, en fait, était contre. D'accord. Ça, c'est le discours de mon père, parce que je n'ai jamais eu cette discussion avec ma mère. Ma mère n'a jamais parlé de cette époque-là. Et donc, mon père m'a expliqué que ma mère était en total désaccord de son choix à lui. Et en fait, elle a commencé à vriller. Et à faire vivre un enfer à mon père. Et en fait, il a très vite compris la manipulation qui se jouait du côté de ma mère avec nous. Et il m'a expliqué, donc tout ça c'était pendant le trajet des 4-5 heures, où il explique... Il paraît que c'est dans les trajets voiture qu'on discute le plus, parce qu'on n'est pas face à face. Vraiment. Donc il y a quelque chose d'assez libérateur, du coup le fait d'être assis à côté et de ne pas se regarder. Voilà, aparté qui n'a rien à voir, mais il y a beaucoup de grandes discussions qui se passent à ce moment-là, quoi. Ouais, j'avais jamais eu de discussion aussi profonde avec mon père, jamais. Et je pense qu'on en a une il y a pas si longtemps que ça, mais mon père c'est pareil, il y a des jours où il est très bien, des jours où c'est plus difficile de communiquer, donc on fait avec ce qu'on a. Et donc il m'a expliqué que il sentait la manipulation de ma mère et il a dit en fait c'était soit je rentrais dans son jeu et dans ce cas-là on se déchirait pour vous, soit je prenais du recul, enfin je me mettais en retrait et j'attendais que ça passe quoi en gros. Sauf que du coup ça lui a coûté, j'avais 6 ans, ça lui a coûté 12 ans de relation. Voilà. Et avec plus de 12 ans de relation. Avec toi et pareil avec tout. Ouais. En tout cas, sur les 3 dernières, puisque vous n'êtes pas en âge à ce moment-là, enfin, vous êtes petite. Peut-être que les plus grands ont quand même maintenu une relation. Oui. Alors, ma sœur aînée, c'est donc la plus grande, elle est très, très, très proche de mon papa. Mon frère est très proche, enfin, il avait une relation. Alors, mon frère, il va dire, c'est la Suisse. Ni l'un ni l'autre. Lui, il a fait son petit bonhomme de chemin, il s'est accompli tout seul. Mais c'est vrai que mes 2 sœurs aînées, du coup, ont une relation quand même plutôt moins particulière. Elles ont vécu des choses très fortes avec mon papa pendant cette période-là. Parce qu'elles étaient d'un soutien, je pense, et elles étaient plus grandes. Donc, il y avait plus de dialogue qui pouvait être fait. Et lui, c'était inimaginable de mettre les plus jeunes dans cette bataille, en fait. Et en fait, il a dû... ça a été très violent pour lui avec le recul, parce qu'on a vécu quand même des choses qui ont été atroces et dures. Pour vous dire à quel point c'est parti, c'est que... donc ma maman continue de nous dire vous allez chez votre papa alors que vous passez pas du bon temps. De toute façon, là, l'argent a commencé à rentrer dans l'équation. Elle dit votre père, il ne me donne pas de pension alimentaire, donc je vais le poursuivre. On va aller au tribunal. On va aller au tribunal et je vais réclamer mon dû. On venait d'arriver sur Metz, donc j'avais 13 ans à l'époque. Et je suis allée avec mes 3 plus jeunes sœurs devant un juge pour enfants, où on a été interrogés pendant plusieurs de longues minutes, peut-être heures. Quelle était ma relation avec mon père, comment je vivais mes moments avec lui, qu'est-ce que je voulais, etc. Et donc il y a eu un compte rendu. Normalement, ce qui est dit avec le juge n'est pas répété aux enfants. Aux parents. Pardon. C'est confidentiel. C'est confidentiel. L'enfant est protégé. Et j'ai appris, pareil, plusieurs années plus tard, qu'en fait, mon père s'est retrouvé avec le compte-rendu entre les mains. D'accord. Je n'ai jamais su le faire mon histoire, mais pour moi, c'est assez simple et logique que ma mère lui a fait parvenir en lui disant « tu vois, tes filles, ce qu'elles pensent ?» Voilà, tu vois, je suis pas folle, c'est toi le mauvais, c'est toi le méchant. Oui, parce que du coup, en plus, le compte-rendu qu'il a entre les mains, c'est un compte-rendu qui est pas très favorable envers lui, puisque terrible. C'est le discours de votre maman que vous retraduisez, j'imagine. Oui, et puis on dit qu'on n'est pas bien avec mon père. Moi, je pense qu'à l'époque, j'avais dû lui dire au juge que mon papa, c'était comme un étranger. Et en fait, à partir de cette date-là, on le voyait que l'été. Je crois qu'on le voyait quasiment plus en fait, sauf l'été. Et la rupture, elle a été faite quoi. C'était et ma mère avait gagné quoi. Elle avait la pension alimentaire plus ses enfants tout le temps et elle continuait à cultiver un discours de votre papa est une mauvaise personne, etc. Donc encore à l'époque, moi je capte que les choses c'est un peu bizarre, mais en même temps je me dis cool, j'ai pas à faire les allers-retours chez mon père, je me fais chier chez mon père. Très bien, je reste là où je suis, chez ma mère. Petite crise d'ado au milieu, allez hop. Et toi, t'es gagnante, tu le vis pas spécialement mal à ce moment-là. Non. Ok, et du coup, là,
pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta relation avec ta maman ? Alors, le point de bascule a été, alors attention, ça va être un peu dur à entendre, je pense, pour remettre un peu plus de contexte au contexte qui a été déjà donné. Moi, on m'a toujours dit, comme depuis que je suis toute petite, que je ressemble énormément à ma mère, que ce soit physiquement ou au niveau du caractère. Donc, je faisais un transfert. Ok. Ma mère, je l'ai jamais vue entourée d'amis, je l'ai jamais vue, elle a toujours eu des problèmes de santé, enfin, elle changeait de collège tout le temps, enfin bref, pas très stable dans sa vie. Et quand j'ai commencé mes études supérieures, déjà je précise que j'ai dû quitter le nid familial contre ma volonté, dans le sens où ma mère a fraudé la CAF, disons les mots. Donc elle a dû rembourser une grosse somme et elle n'était plus capable de garder la maison familiale, donc que je partageais avec mes autres sœurs. Et donc j'ai dû partir de la maison et me prendre un appartement, je crois que j'avais même pas encore 18 ans. Donc j'ai quitté ma chambre d'enfant, d'ado, avec toutes mes affaires d'ado, et je les ai mis dans un studio, et ça a été hyper violent pour moi. Je me rappelle le premier soir m'installer dans mon canapé, mon clic-clac, c'était même pas un canapé, et de pleurer toutes les larmes de mon corps en mangeant mon yaourt parce que j'avais plus mes sœurs autour de moi. C'était même pas ma mère, c'était mes sœurs, quoi. Ouais. Hyper violent. Et puis ton émancipation imposée, forcée. Enfin, exactement. Et à partir de mon émancipation, ma mère a commencé à avoir un peu une manipulation plus psychologique tournée autour de l'argent. Moi, je suis partie du foyer. J'avais la bourse. J'étais boursière, heureusement. Mais je n'avais ni d'argent de ma mère. Je crois que je touchais la pension alimentaire de mon père, mais je vivais avec quasiment rien. Pour la petite anecdote, c'est déjà arrivé que mes amis fassent des courses pour moi parce que j'avais pas de quoi manger, quoi. Mais visiblement, ça avait pas l'air de soucier ma mère. Et moi, j'avais une hantise, c'était d'être à découvert. J'avais 18 ans. 18 ans, je devais payer mes charges. Enfin, j'étais propulsée dans un monde que je n'ai pas voulu et où je devais devenir adulte sans passer par la phase d'insouciance du jeune adulte, fin de l'adolescence, quoi. Je me rappelle de plusieurs fois où j'ai appelé ma mère en larmes parce que je suis à découvert, je vais avoir des frais, quelle horreur, enfin horrible. Et à cette époque, ma mère était... je souffle parce que ma mère a toujours été malade, comme je vous l'avais dit, et elle souffrait de la maladie de Lyme. C'est une maladie neurodégénérative que vous pouvez avoir par la transmission d'un tic. Donc, cette maladie s'est déclenchée visiblement sur le tard à ma mère, auprès de ma mère. En fait, moi, je la voyais tout le temps mal, se plaindre, pas bien, etc., etc. Et la maladie de Lyme, à l'époque, c'était pas quelque chose de reconnu. Donc, en fait, elle devait se faire soigner avec soit auprès de chercheurs qui coûtaient super cher, soit aller en Allemagne. Et les médicaments, je crois, n'étaient pas... ils n'étaient pas du tout remboursés. Enfin, bref. Donc, du coup, il y avait déjà cette épée de Damoclès sur la tête en mode, ta mère est malade, et puis du coup une pression supplémentaire financière effectivement, où elle met de l'argent dans ses traitements, moi je l'appelle, enfin c'est tout un contexte déjà stressant. Exactement. Donc j'ai ce fameux souvenir où je l'appelle, où je lui dis, maman, je suis à découvert, j'étais en larmes, j'ai peur des AJO, est-ce que tu peux m'aider? Ah ouais, écoute, l'argent que j'ai donné, ça sera de l'argent en moins pour me soigner, mais je vais le faire. Je vais le faire. Ah oui, okay. Donc, vous comprenez la pression psychologique que j'avais derrière, en mode j'empêche. J'enlève à ma mère, j'empêche ma maman de se soigner. Ouais. Et ça a été ça tout le temps. Tout le temps. Donc, chaque fois que j'étais à découvert et que j'avais besoin d'argent, j'appelais pas mon père parce que j'avais pas de relation avec mon père, donc c'était forcément ma mère. Et ma mère, c'est toujours le même discours. Et puis tu comprends, je te paye déjà ta mutuelle. Alors maintenant, je suis une adulte, je paye ma mutuelle, je vois combien ça coûte. Je pense pas que l'argent qu'elle mettait pour ma mutuelle la mettait dans le malus. Mais à l'époque, je me rendais pas compte. Ah oui, c'est vrai qu'elle me paye la santé et tout. Ok, d'accord, moi j'abuse un peu. Voilà, c'était dans cette dynamique-là. C'est fou déjà pas l'emprise, mais en tout cas la réflexion que tu as à 18 ans en fait. De se dire, elle me paye ma mutuelle quand même. Ouais. Il y en a qui ont 30 ans qui payent encore leur forfait les parents payent encore le forfait téléphone. Non, c'est pas mon cas. Mais nous, c'est pas notre cas, effectivement. Mais t'as 18 ans et toi, t'es en train de te dire, ok, ma mère, elle paye ma mutuelle, c'est vrai, j'abuse, je peux pas lui demander de l'argent. Si je lui demande de l'argent, j'empêche de se soigner. En fait, t'es déjà dans la culpabilité.
Ah oui, mais j'étais C'est en un culpabilité, sentiment, mais ouais. constante. Et j'ai commencé à avoir un rapport avec l'argent qui était extrêmement toxique parce que du coup, je manquais tout le temps d'argent et je savais pas où aller toquer pour en avoir. Et puis quand mes copines qui elles vivaient encore chez papa-maman, elles allaient elles allaient faire les boutiques, elles allaient boire des cafés. Quand elles me proposaient, j'étais là, non, je peux pas. Non mais Yael, t'inquiète, on te le paye, on met tout à 1 €, c'est ok. Non mais non, j'ai pas envie d'être dépendant de vous. Enfin, c'est pas à vous de prendre en charge mon quotidien. Et donc je suis rentrée déjà dans une spirale et j'ai commencé à me renfermer sur moi. Ça a été assez dur jusqu'au jour où, parce qu'il y a eu quand même un point de bascule, où là j'ai capté que ma mère, ok, là c'était un point de non-retour. T'es allé trop loin dans tes propos et dans ta manipulation. J'étais en plein partiel. Ma mère m'appelle, ça allait pas, je saurais plus vous dire exactement le contexte. Mais toujours est-il que c'est parti elle commençait encore à se plaindre de mon père, pension alimentaire, argent. Et je lui ai dit, écoute maman, franchement c'est vos histoires, flemme, genre j'ai d'autres choses à faire, lâche-moi la grappe, quoi. Et là elle m'a sorti la phrase qui me hantera toute ma vie de, oui mais ton papa c'est une mauvaise personne, ta petite sœur est le fruit d'un viol. Waouh. Voilà. Et là, je me souviens avoir eu une vague de colère et d'impuissance et de tout en mode t'as pas le droit de me dire ça. T'as pas le droit de me dire ça. Tu n'as pas le droit. Donc je lui ai raccroché au nez. Enfin, je lui ai raccroché au nez et j'ai plus répondu à ses appels. Donc c'est mon grand-père, donc le papa de ma mère qui m'a appelé, qui était mon grand-père maternel, c'était l'amour de ma vie. Vraiment, c'était ma figure paternelle plus. Je l'aimais d'amour. Qui, forcément, comme tout parent, prenait la défense de ma mère. Mais tu comprends, ta maman, elle a vécu des choses difficiles, elle n'aurait pas dû te dire ça, mais blablabli, blablabla. Il essayait d'aplanir un peu le sujet. Mais toi, quand elle te dit ça, c'est la première fois que t'entends... Enfin, ça te tombe comme ça, ah oui, sur le coin de la gueule, entre guillemets. Ah oui. Ok, donc là, cette fois, c'est pas l'excuse de la maladie qu'il faut aller faire soigner. Non. Là... Elle est en train d'accuser ton papa de quelque chose de grave. Ah oui. T'as 18 ans, t'as jamais entendu parler de ça. T'as des relations ultra conflictuelles avec ton père. Pas conflictuelles, mais j'avais pas de relation. Oui, c'est même, c'est même pas conflictuel. Non, c'est pas de relation. Comment tu réagis ? Extrêmement violemment. Extrêmement violemment. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, il y a un peu tout qui tourne autour de moi, où je me dis, mais en fait... toutes les fois où elle m'a parlé de ça, où elle m'a parlé de mon père, où elle m'a parlé d'argent, en fait, c'était un processus de manipulation. J'avais pas encore mis le mot de manipulation. Mais j'avais compris que c'était pas normal. Parce que, quand elle te dit ça, tu ne la crois pas. Parce qu'on pourrait penser qu'éventuellement, ça te laisse un doute, puisque t'as pas de relation avec ton papa, en fait, c'est un peu un étranger, t'es pas censé savoir. Donc est-ce que tu le crois Surtout, t'as pas de relation, on t'a toujours mis dans la tête que c'était une mauvaise personne, etc. Et pour autant, ta première réaction, c'est pas de douter. Enfin, c'est d'être énervé contre ta maman et de processer et non pas de douter de si c'est de la véracité des propos. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, moi, j'avais commencé à avoir une relation avec mon père, parce que du coup, comme ma relation elle a commencé aux alentours de 18 ans, et que j'habitais dans mon appartement toute seule, j'avais déjà renoué, parce que faut savoir que mon papa, quand il a eu mon demi-frère, il était avec donc une dame qui a reproduit plus ou moins le schéma. Elle s'est barrée avec le petit. D'accord. Donc il a revécu, c'était pas la même histoire, mais il a revécu un arrachement. Et mon papa a fait une grosse dépression. Et on a été très présents avec mes frères et sœurs, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, puisqu'on n'avait pas de relation jusqu'à maintenant, mais fratrie, soutien des enfants et soutien bloc. Cet enfant, ça fait bloc, oui. On est tous montés, on lui a fait une surprise, on l'a soutenu, et c'est là où on a commencé à créer du lien, où mon papa a commencé à s'ouvrir, à verbaliser un petit peu plus. En fait, c'est grâce à votre fraternité que vous avez presque renoué le contact. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont lancé, qui ont été moteurs du truc, et du coup, c'est hyper beau. Ouais. Et je pense que malheureusement, c'est dans l'histoire malheureuse de mon petit frère qui a quitté il a été arraché à des centaines de kilomètres de mon père, on a commencé à recréer quelque chose, parce que je voyais mon père souffrir, malheureux, et je me suis dit, mais c'est pas logique qu'une personne aussi qui ressente des émotions comme ça puisse être une mauvaise personne. Là, je pense que j'ai commencé un peu à connecter les maillons dans la tête, et je pense que ma mère n'a pas supporté de voir qu'on
renouer du lien avec mon père et que finalement tout ce qu'elle avait créé jusqu'à maintenant, c'était en train de lui échapper. Et d'autant plus moi, en fait, parce que j'étais très proche d'elle à l'époque, j'étais très inquiète pour sa santé. Chaque fois qu'elle allait à l'hôpital, aux urgences, c'était moi qui l'accompagnais. Oui, parce que toi, en fait, t'as presque récupéré la place de l'aîné. Parce qu'il y a une coupure entre tes grandes sœurs, ton frère qui était pas là, et puis t'étais l'aînée de deux petites dernières, Non, moi je suis l'avant-dernière. Mais j'étais la plus proche parce que... Alors, avec le recul, on se rend compte que ma mère, elle a toujours fonctionné. Elle mettait le grappin sur une des filles de la fratrie. Pendant un temps, c'était une de mes sœurs, après c'était l'autre, après là. Et là, à ce moment-là, c'était moi. C'était toi. Elle était en conflit avec. Il faudrait que je vous donne des numéros parce que on est tellement nombreux dans cette famille que chaque fois que je dis sœur, mes copines me disent mais laquelle Ma sœur numéro 3, qui était la plus grande des 4. On vivait sous le même toit et était en pleine, torpeur avec ma mère pour toutes les raisons que je vous ai évoquées parce qu'elle a commencé à se battre en fait, à se rebeller et ma mère, c'était très violent d'ailleurs à l'époque parce qu'elle insultait ma sœur. C'était lunaire ce qui se passait dans la maison. Donc comme ma sœur numéro 3 n'était plus fiable, que ma sœur numéro 4 était plus à la maison, elle était sur Lyon. J'étais la seule sur Metz avec ma petite sœur. Donc j'étais la plus grande de celles qui restaient sur Metz. Donc elle s'est rapprochée de moi, elle me confiait des choses que j'avais pas envie d'entendre, que ce soit l'homme avec qui elle s'était amourachée de quelqu'un, elle me racontait des choses mais j'ai pas envie de savoir, je suis pas ta copine, mais parce que c'est ça en fait, tu nous l'as dit un petit peu en off. Votre relation, avant qu'elle te parle qu'elle te balance ce truc sur ton père, votre relation, elle est comment? C'est une relation saine de mère-fille? Tu te sens soutenue? Tu sens que tu peux te confier à ta maman, qu'elle ait de bons conseils? Alors, saine, je dirais pas ça, mais du moins, elle me laissait elle me laissait comprendre que c'était sain parce qu'elle me confiait beaucoup de choses, qu'elle me donnait l'impression d'être proche de moi. Mais moi, je n'ai pas le souvenir de lui avoir confié quoi que ce soit. J'étais en couple à l'époque, mon premier petit copain. Je lui ai jamais rien confié. Jamais rien confié au point où, au tout début de ma sexualité, je ne l'ai pas dit à ma mère parce que j'avais extrêmement peur et que j'étais très jeune, malheureusement. C'est-à-dire que un jour, ma mère était en conseil de classe, j'étais toute seule avec mes frères et sœurs, avec mes sœurs parce que mon frère n'était pas là, et j'étais persuadée de faire une grossesse, comment on appelle ça, une grossesse. Nerveuse. Non, pas nerveuse parce que du coup c'est ce qui s'est révélé, mais une grossesse. Enfin, tu ne sais pas que t'es enceinte et que tu découvres que t'es enceinte. Un déni de grossesse. Un déni de grossesse. Et à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque c'était un peu l'émission de MTV des mamans adolescentes. C'était à son paroxysme et moi du coup j'étais omnubilée par cette truc-là. Je me suis dit ça se trouve je vais être maman adolescente aussi quoi. Et en fait j'ai commencé à avoir tous les symptômes, donc la poitrine qui était toute gonflée, le ventre tout gonflé. J'étais là mais mon Dieu je suis enceinte, comment ma mère va réagir parce que ma mère avait déjà eu des coups de sang. Tout ce que je vous ai raconté, c'était déjà passé. Donc je me suis dit, même foutre à la porte, c'est pas possible. Donc heureusement, ma sœur numéro 3 a compris ma détresse, m'a emmenée chez le médecin, tout allait bien, c'était dans ma tête, donc tout allait bien, j'ai pas eu à gérer ce souci-là en plus, mais pour vous dire que je me confie absolument pas à ma mère en fait, je ne lui confie rien parce que je pense que sans le savoir, je savais que ce que je pouvais lui dire ne serait pas forcément en sécurité ou serait utilisé contre moi. Pourrait se retourner contre toi. Donc, à l'époque, quand j'habitais dans mon appartement, j'avais conscience que j'étais piégée, en fait, parce que je pouvais pas couper les ponts avec elle, parce que j'étais dépendante encore d'elle pour certaines choses, mais qu'en même temps, je subissais un peu la relation, quoi. C'était pas des moments très agréables, parce qu'à chaque fois que je passais du temps avec ma mère, elle se plaignait tout le temps. C'était pas quelqu'un de joyeux. Et j'avais vraiment compris, du coup, son jeu, sa manipulation, en fait. Donc, comment vous entretenez un petit peu la relation? C'est-à-dire que toi, dès que tu prends de la distance, elle vient te chercher. Dès que tu t'émancipes, elle vient te chercher. Et puis, dès que c'est trop, elle te repousse. Est-ce qu'il y a cette relation un peu de... Vu que vous savez que vous êtes dépendantes un petit peu l'une de l'autre, est-ce que il y a une espèce de fuis-moi je te suis ou Ouais, je pense que c'était un peu ça.
En fait, on se voyait quand j'avais pas de voiture à l'époque, donc en fait, je la voyais quand j'avais besoin d'elle pour aller d'un point A à un point B, quand j'allais voir mes grands-parents, quand j'allais voir ma petite sœur qui faisait ses études à l'époque. Non, elle était encore au lycée. Enfin, ouais, en fait, je la voyais, mais pour un besoin particulier. Ou quand j'avais besoin, parce que j'avais pas d'argent pour des courses, elle venait m'emmener faire des courses, elle me ramenait. Mais on partageait pas, elle venait pas à la maison boire le café comme une maman normale pourrait faire. Elle vivait à l'époque, du coup, elle était repartie vivre chez mes grands-parents. En fait, ouais, on se voyait parce que on avait besoin l'une de l'autre pour un truc précis, quoi. Et est-ce que ce qu'elle fait pour toi, elle te le reproche? Oui, bien sûr. Enfin, elle va me faire comprendre que grâce à elle, je suis en sécurité, que j'ai un toit sur la tête, enfin, oui, bien sûr. Il y a de la tout ce que tu lui demandes, je lui dois il y a tout. une contrepartie. Ouais, j'ai le souvenir que quand elle me donnait de l'argent pour combler un manque, je devais lui rendre. Ou si c'était pas moi, c'était avec ma petite sœur. J'ai vraiment le souvenir. Moi, j'avais une relation. J'étais très protectrice avec ma petite sœur parce que je savais que du coup, elle vivait la même chose. Qui m'a aidée et sauvée, je pense, à cette époque, c'est que moi, j'étais en couple avec mon premier petit copain et ses parents, donc mes beaux-parents, s'occupaient de moi. Enfin, ils ont pris la place de parents de substitution, en fait. Donc, tous les week-ends, j'étais chez eux. Ils me laissaient repartir avec des restes, avec des bouts de pain. Mais moi, sur l'instant T, je pense que je me disais, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal que ce soit eux qui jouent ce rôle-là. Mais en fait, j'étais tellement en colère contre ma mère que j'arrivais pas vraiment à rationaliser et me dire, bah ouais, en fait, c'est vraiment pas normal ce qui se passe et il ne devrait pas avoir à jouer ce rôle. Je pense que du point de vue de ma mère, ça a été assez difficile de voir sa fille s'émanciper avec d'autres personnes qu'elle, parce qu'elle est censée être la mère, elle est censée être le repère. Et je pense qu'elle a un peu jalousé cette relation que j'étais en train de nourrir avec eux. Mais ce qui est très drôle, c'est que j'avais même pas besoin de dire quoi que ce soit à mes beaux-parents, c'est que ils voyaient en fait, ils comprenaient la situation, donc ils avaient en grippe ma mère. Enfin, ils avaient tout de suite capté le personnage que c'était. Et sans que toi t'expliques le contexte ou la relation que t'avais particulièrement. Ouais. Eux avaient compris ils ont capté ce qui se passait. Ils ont capté et il y a eu plusieurs incidents des tout petits, mais le papa de mon ex-copain, c'était vraiment, il me considérait comme sa propre fille, il était très 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 protecteur, donc ça a été, je pense, difficile pour lui et pour eux de voir que j'étais malmenée plus ou moins par ma mère et que j'étais pas une enfant difficile en plus, donc ils comprenaient pas en fait. Pourquoi, ouais. Ils comprenaient pas. Eux qui étaient très proches de leur garçon, il y avait une vie de famille très normale, j'ai envie de dire, ils comprenaient pas ma situation, je pense. Enfin, ça les rendait tristes. Et un jour, ce qui s'est passé, anecdote, c'est que la marraine de mon papa, donc du côté de mon père, décède. Il fallait vider l'appartement de cette femme-là. Le papa du coup de mon ex-copain m'a accompagnée pour vider la maison alors qu'il n'est ni de la famille, juste, il voulait rendre service. Oui. On récupère une machine à laver à ce moment-là, qu'on devait aller stocker, je crois, chez ma mère. Enfin, il y avait un micmac. Donc, il devait transiter par chez ma mère. Donc, ma mère, lui... La première fois qu'il allait la voir. Quasiment la première fois, mais en fait, ils se voyaient très peu. On n'a jamais fait de repas ensemble. Enfin, repas qui est normalement logique. Quand il y a des beaux-parents, on se retrouve, on peut même fêter Noël ensemble. Là, pas du tout. Et donc, il arrive chez ma mère. Et ma mère, faut savoir que si vous la rencontrez un jour, elle va vous paraître très gentille, très serviable, une bonne femme, très sympathique. Et lui, il captait, il savait. Donc, elle a ouvert la porte en lui disant, oh là là, mais merci pour ce que vous faites pour ma fille, mais vraiment, vous êtes incroyable, vous êtes génial. Et lui, il lui a répondu, mais en fait, si j'étais pas là, qui serait là pour elle? Bah, je pense que c'est très dur pour une maman d'entendre ça. Donc il y a eu plein de petits épisodes comme ça où les gens essaient de remettre en place ma mère, mais ma mère, ça a toujours été, elle avait toujours la position de victime. C'est jamais de sa faute, sa santé, ses enfants, parce que faut savoir, ça je pense que j'ai omis plein de choses, mais parce qu'il y a tellement d'histoires dans l'histoire que on aurait 6 heures de blabla ensemble. Mais quand ça a explosé avec mes sœurs aînées, donc on refait un bond en arrière de plusieurs années. Ouais, mais surtout, je pense que c'est ce que tu vas dire, mais ça a explosé pour tes sœurs à l'époque, du coup. À propos de ça, ce que t'as balancé ta maman sur ton papa? Non, alors,
Je pense que ça a un lien. Je pense que ma D'accord. mère a dit des choses dans ce style-là au mari de ma sœur et que du coup il a répété à ma sœur aînée en me disant mais ta mère elle a un grain quoi, genre pourquoi Ouais. plus jamais tu me laisses toute seule avec elle, elle me fait peur. Je pense qu'il y a de ça là-dedans, mais je saurais jamais et je préfère limite ne pas le savoir. Ma sœur aînée en fait elle s'est pris pour une petite enquêtrice et en fait ma mère à l'époque elle chattait beaucoup sur internet. Comment ça s'appelait le site qui était assez connu, c'était Avant de sortir? Un site où en gros vous rencontriez des gens, vous alliez faire des activités, enfin bref. Je connais pas. Ma sœur, je pense qu'elle l'avait capté que ma mère bavait sur notre dos et qu'il y avait des choses pas très nettes qui se passaient. Donc s'était créé un faux compte. Je sais plus exactement les détails, mais toujours est-il que elle a vu des discussions où ma mère en fait se plaignait de nous en disant qu'on était des enfants ingrats, qu'on était horribles, qu'on ne la soutenait pas, que ci que ça. Et ça a été très brutal pour nous en mode mais enfin pour qui tu te prends et tu joues sur je ne sais combien de tableaux. Enfin et puis c'est horrible de se dire que ta mère puisse déverser autant de haine sur ses enfants qui ne lui ont jamais rien fait. Oui. Enfin, Et au contraire. ouais. Donc ça, je pense que en fait, ça faisait que rajouter des pièces à la machine de ma mère. Ma mère est folle. Ma mère, elle est. En fait, ouais. Du coup, t'as plein de petits bouts comme ça, de petites histoires, comment dire, des petites anecdotes, je sais pas si on peut appeler ça des anecdotes, mais qui à un moment donné vont s'emboîter. Ouais. Ça s'emboîte quand et comment et qu'est-ce que ça te fait? Enfin, quelle conclusion du coup tu tires après après mettre bout à bout tout ça? Je pense que tant que j'étais à Metz avec ma mère dans les parages, j'ai jamais vraiment trop emboîté toutes les boîtes parce que j'étais encore dépendante d'elle. Je pense que tout ça a commencé vraiment à m'exploser au visage quand j'ai pris la décision de partir aux États-Unis pour faire jeune fille au père, où en fait j'ai conscientisé par la suite qu'en fait j'essaie de fuir la situation et que je voulais juste que être tranquille quoi. Exactement. Le jour où je suis partie, donc c'était en 2007. Je suis restée quasiment 2 ans aux États-Unis. C'était juste incroyable. Et c'est aux États-Unis où j'ai commencé à me redécouvrir, enfin à me rencontrer tout simplement. Parce que j'avais plus mes problèmes. Mes problèmes étaient restés en France. Ma mère était restée en France. Mon père était resté en France. Donc en fait là, je vivais que pour moi. J'avais pas de problème financier. J'avais pas de problème de famille. J'avais juste moi à m'occuper, mes voyages et c'est tout. Je suis rentrée en France. J'étais une nouvelle personne parce qu'on rappelle à l'époque, j'étais renfermée, j'étais triste, j'étais malheureuse, j'étais pas bien. Donc aux États-Unis, j'étais une autre personne. Ouais, j'étais une autre personne, exactement. Vraiment, je me suis rencontrée, j'ai pris confiance en moi, je me trouvais jolie, je voyais que je plaisais aux garçons parce que j'étais séparée de mon copain à l'époque. Enfin, je recommençais à vivre pour moi et à vivre une vie normale entre guillemets quoi. Je rentre en France, je ne rentre surtout pas à Metz, vraiment pas. J'atterris à Paris. Parce que du coup, j'étais très proche de ma sœur numéro 4. Ça a toujours été un peu le running gag, c'est qu'à chaque fois que j'avais un appartement, eux n'étaient pas très loin, donc ma sœur et son copain. Donc j'atterris à Paris. Au début, tout se passe très bien. Vraiment, j'étais encore sur mon petit nuage des États-Unis, nouvelle personne, nouvelle vibe. La vie est belle, trop bien. Et puis, retour en France, qui dit retour en France dit la maman pas très loin. Le retour des problèmes. Très vite, j'ai recommencé à sombrer parce que ça me rattrapait, que ma mère recommençait son petit numéro. Et en fait, là, j'ai commencé à prendre de la distance, enfin, garder cette distance que j'avais instaurée aux États-Unis, ne plus répondre à ses appels, filtrer vraiment toutes ces choses-là. Jusqu'au jour où j'essaie de me remettre dans l'ordre parce qu'il y avait 2 événements traumatisants, entre guillemets, qui ont créé la bascule et la rupture complète. Il me semble que le premier événement, c'est quand j'étais en vacances avec mes copines à la Cano, soirée très arrosée. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tout à fait. Et en fait, je suis rentrée dans un état complètement second. Et c'était plus Yael, l'adulte, la jeune femme de 25 ans qui était là, mais c'était Yael qui avait 10-13 ans et c'était l'enfant, quoi. Et en fait, j'ai tenu des propos à mes copines en mode mais je comprends pas comment vous pouvez m'aimer, ma propre mère ne m'aime pas, je ne mérite pas votre amour, je ne mérite pas l'amour des gens. Enfin, des propos qui étaient très violents, qui ont fortement impacté mes copines. Et en fait, le lendemain, elles m'ont dit mais Yael, tu te rappelles de ce que t'as dit, c'est pas normal, tu peux pas rester dans cette situation-là. Et je dis ouais non ça va pas du tout. Et il me semble que ce jour-là, j'ai pris rendez-vous avec une psy
Ouais. Spécialisée dans les relations familiales, j'avais très très peur. Pour moi, aller chez une psy, déjà, c'était encore un peu tabou à l'époque. Surtout, j'avais très peur qu'elle remue des choses du passé et me remémorer des choses dont je n'ai jamais eu connaissance. Enfin, j'avais très 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 peur. Ah oui. Et donc, ce premier rendez-vous avec cette psy, elle a été... franchement, c'est devenu mon ange gardien, cette dame-là. Elle m'a littéralement sauvée. Et je l'ai rencontrée un mois avant un événement traumatisant, mais qui m'a permis du coup d'avoir les armes et surtout d'être accompagnée tout de suite pour faire face à cet événement. Donc évidemment, moi j'arrivais avec ma problématique chez la psy en lui expliquant que voilà, j'avais une relation très toxique avec ma mère et que en fait j'étais très malheureuse et que j'avais besoin de me détacher et de me reconstruire quoi. Un mois après mon premier rendez-vous chez la psy, je perds mon grand-père. C'était au moment du confinement, donc j'étais chez moi, mercredi, je me rappellerai toujours, c'était un mercredi matin, 9h du matin, mon téléphone sonne, numéro masqué. Donc là, je me dis, bon, bah c'est le taf, je décroche. Je capte que c'est ma mère. Et là, je dis, si elle m'appelle un mercredi matin à 9h, c'est que ça pue, c'est pas bon, quoi, pas bon signe. Donc là, elle me dit, elle m'annonce que mon grand-père est parti dans la nuit, donc là, crise hystérie. Parce que tu nous l'as dit avant, mais je sais pas si ça compte. Ton grand-père dont tu es très proche, qui a été ton papa de substitution, qui est ton grand-père maternel, mais dont tu es très très proche. Ouais, j'avais une relation très fusionnelle et particulière avec lui. Et donc on m'annonce qu'il a quitté ce monde et horrible, atroce. Et là, ma mère me sort une phrase où j'en tremble rien que d'en parler, où elle me dit ton papy te réclamait beaucoup ces derniers temps. Donc là, culpabilité fois 1000. Et je me dis mais t'as pas le droit de me dire ça parce que c'était en pleine période de confinement. Moi je voulais pas risquer de contaminer mon grand-père et il était déjà avec une fragilité au niveau de sa santé. Donc il est décédé en novembre. Il avait déjà fait un épisode à l'hôpital en janvier, donc 10 mois plus tôt. 11 mois plus tôt, Yael apprend à compter, où j'avais tout quitté à Paris et j'étais partie à Metz pour être auprès de lui parce que j'avais trop peur qu'il parte. Enfin, vraiment, c'est mon grand-père, c'était l'amour de ma vie, quoi. Et donc, elle me sort cette phrase-là, et en fait, cette phrase, elle reste dans la tête. Papy est parti en étant en colère contre moi, je m'en voulais, et c'était horrible, horrible, horrible. Vient le moment des obsèques, donc je vois mon grand-père. T'arrives à rationaliser en te disant, ok, c'est de la manipulation, ou t'arrives pas, et là, tu t'en veux. Et non, ça fait écho à ta propre culpabilité, même si tu y es pour rien, encore une fois, tu n'es pas du tout responsable de ni la santé de ton grand-père, ni même la date de son départ, mais elle sait où appuyer. Elle sait exactement où appuyer. Elle est très forte, hein. Elle sait ce qu'elle fait. Pour moi, elle est complètement consciente de ce qu'elle fait. Donc, je la vois aux obsèques de mon grand-père. Il faut savoir qu'avant ça, ma mère est issue d'une famille nombreuse aussi. C'est-à-dire ils sont 7 aussi de son côté-là. Et elle était en rupture avec la quasi-totalité de ses frères et sœurs parce que ma mère a volé mes grands-parents pendant le Covid, pour vous la faire courte. Elle a vraiment un problème avec l'argent. Mais moi, je suis une personne gentille, donc au moment des obsèques, je vois ma mère plus bactère, triste, écartée de ses frères et sœurs. Bah forcément, on essaye de faire bloc. On est une famille. Sur le papier, on est une famille. Donc, on est présente pour ma mère, on la soutient, etc. Mais ma mère, en fait, on a le sentiment qu'à chaque fois, il faut qu'elle soit le centre du monde. Donc, elle vraiment, c'est de la dramaturgie, quoi. C'était la commedia dell'arte, quoi. Ouais. Mais bon, tu dis peut-être que c'est son moyen à elle d'exprimer sa tristesse et de vivre son deuil. Donc, ok. Mais moi, je suis toujours avec cette phrase-là de ton papier te réclamait beaucoup. Ok, papier est parti en colère, etc. Je le vois donc avant qu'il soit mis dans son cercueil, je vais le voir et je m'excuse. Je dis papy, je suis vraiment désolée, t'es abandonné, t'es parti sans moi, etc. Mais il avait l'air tellement apaisé que finalement ça m'a fait du bien de le voir il était beau, quoi. Il était vraiment très beau. Bref, donc les obsèques se passent. Je crois que j'ai une séance de psy quelques jours après, donc vraiment elle m'a ramassé la petite cuillère et elle m'a fait de l'EMDR. Donc c'est une technique qui est utilisée chez les soldats de guerre qui ont vécu des choses traumatisantes et l'objectif c'est de revivre des événements traumatisants pour les ranger au bon endroit et que ça nous affecte plus de la même manière. Tout ça se passe, tu es donc toi dans une relation très malsaine avec ta maman. Ouais. La base de votre relation c'est principalement l'argent. Ouais. Dès que tu fais rien, tu culpabilises. Dès que tu fais,
c'est ta faute, donc tu Ouais. culpabilises aussi. Il y a beaucoup de jalousie aussi, de la manipulation, on l'a dit. Le chantage affectif. Chantage affectif, effectivement. Toi, t'es du coup dans une situation où t'as pas confiance en toi. Tu te poses la question de comment les autres peuvent m'aimer alors que en fait même ma mère elle m'aime pas. T'as réussi quand même à avoir des relations de couple Ouais. malgré tout, mais tu restes comme ça pendant un moment et tu vas commencer une thérapie quand tu rentres des États-Unis. Tu commences la thérapie parce que t'as le décès de ton grand-père. Non, je commence la thérapie pour ma mère juste après cette fameuse soirée avec mes copines. Arrosé. Entre-temps, mon grand-père décède et ça a marqué en fait le début de ma thérapie. Mais finalement, la thérapie a duré 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, je venais 1 à 2 fois par mois la voir selon les moments où j'étais plus dans le mal. Tu vas voir la psy, tu dis quoi? J'ai une mère folle. J'ai une relation pas normale avec ma mère. Je crois que je n'avais pas mis le doigt sur la toxicité de la relation et la perversité de la relation. Ça c'est venu à après. quel stade t'en es dans ta tête pour te dire ok, je vais chez la psy. Qu'est-ce que t'as réussi à identifier? Je pense que avant d'aller chez la psy, je me suis rendu compte que en fait j'étais détruite et que en fait elle avait ce que j'ai vécu avec ma mère avait des répercussions sur toutes mes relations amicales, amoureuses, travail, tout. Toutes mes relations ont été touchées. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as reçu, parce que j'imagine que pour arriver à la conclusion de ma mère ne m'aime pas, c'est qu'il faut quand même y aller. Une maman, normalement, elle t'aime par définition, non? Et surtout, dans ce que tu dis, c'est très vrai, c'est que les enfants, donc on parlait tout à l'heure, je disais l'amour inconditionnel d'une mère pour ses enfants, mais les enfants ont un amour inconditionnel pour leurs parents, malgré ce que les parents peuvent faire subir à leurs enfants. Et donc, pour aller consulter, effectivement, je te rejoins là-dessus, c'est que il a fallu forcément qu'elle fasse des choses vraiment très fortes pour que, à un moment donné, tu doutes de cet amour que tu lui portes et qu'elle te porte. Et donc, je suppose que c'est ça ta question. Mais c'est surtout, est-ce que t'as eu aussi des insultes? Je le mets entre guillemets, parce qu'il y a tout type d'insultes, mais pour te dévaloriser autant, c'est qu'effectivement, il y a dû y avoir des choses fortes venant de ta maman. Et très souvent, ça passe aussi par de l'insulte verbale, qui peut être juste ça va ma débilou, comme ça peut être plus violent parfois. Est-ce que c'est quelque chose que tu as subi aussi? Oui, j'ai eu des violences physiques et verbales. Et ça, c'était lors de disputes. Je saurais même pas vous dire le pourquoi du comment, mais toujours est-il que oui, ma mère m'a déjà insultée. Je l'ai déjà entendu insulter mes sœurs. Enfin, il y avait un climat pas sain, en fait, déjà dans la maison. Mais sans que t'aies rien fait de particulier, c'était... Franchement, je n'ai jamais été difficile, donc c'était comme toute personne, en fait. Oui, peut-être qu'un jour je lui ai répondu, ou peut-être qu'un jour, je saurais pas vous dire. T'as donné ton avis, Ouais. Est-ce que tu dirais que ta relation avec ta maman, elle était, parce que souvent c'est ce qui ressort dans les relations toxiques, fluctuante, c'est-à-dire que un coup c'était la maman aimante, la maman qui est là, qui est prête à tout, la dévouée, surtout aux yeux des autres, devant les autres. Et puis en interne à la maison, d'un coup, ça vrille, c'est les insultes, c'est mais qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et je sais que même parfois ça s'attaque au poids, ça peut s'attaquer à l'apparence physique, à l'intelligence, enfin... Ouais. Ben, c'était exactement ça. C'est face à mes copines et aux personnes qu'elle pouvait rencontrer de nouvelles, elle va être peinte comme une personne tout à fait joviale, sympathique, exactement. Mais en fait, c'est là où je me dis, elle est vraiment très forte. En fait, j'en avais honte parce que moi, je connais ton vrai visage, je sais qui tu es, je sais qui tu es vraiment dans l'intimité. Alors, elle avait pas des coups de sang très souvent, mais c'était beaucoup, c'était de la victimisation sans cesse. Ça va pas, je suis malade, on n'a pas d'argent. Donc là, à ce moment-là, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais tu arrives pas à nommer encore que c'est une relation toxique, et donc t'attaques la psy. C'est la psy qui va mettre des mots sur tes mots. Alors, j'ai commencé à comprendre que j'étais pas folle et que c'était en effet pas normal quand elle acquiesçait, quand je lui racontais les choses, ou qu'elle se mettait à pleurer. J'ai déjà fait pleurer ma psy. Et en fait, j'y allais pas parce que, j'y allais parce que j'étais complètement détruite et que je voulais sortir en fait de ce sentiment de je suis malheureuse en fait. Alors que j'ai tout pour être heureuse. J'ai un chéri extrêmement incroyable, j'ai un travail, j'habite dans la plus belle ville du monde, désolée ici on est à Marseille mais c'était Paris. Enfin, j'avais tout pour être heureuse, et en fait je n'arrivais pas à être heureuse, j'arrivais pas à à être pleinement
pleinement heureuse et satisfaite, pleinement satisfaite. Ouais, pas du tout. Et est-ce que tu t'alertes aussi en te disant putain, je ressemble à ma mère? Ouais, encore aujourd'hui, je me le dis. Là, il y a plein de choses. Et puis en fait, on m'a tellement rabâché, tu ressembles à ta mère, en fait, je ne veux pas être ma mère. Sauvez-moi de ça. Je ne veux pas lui ressembler. Et à l'époque, je me disais, mais en fait, il faut que j'aille faire une thérapie parce que je suis incapable d'avoir d'enfants. Je ne veux pas d'enfants parce que je ne veux pas reproduire le même schéma. J'étais terrorisée. Et vraiment, c'était le mot. J'étais terrorisée. Et je voyais aussi l'effet et l'impact que ça a eu chez mes sœurs aînées. Et je ne voulais pas que ça ait ces répercussions-là dans ma vie. Donc, je suis rentrée dans une boucle où chaque mois ou 2 fois par mois, j'allais la voir. Et donc elle, sa spécialité, entre guillemets, son outil phare, c'était ce fameux EMDR qui avait fonctionné du feu de Dieu avec mon grand-père. Et avec ma mère, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, ça bloquait. On n'arrivait pas. Donc on a essayé. Tu dis avec ton grand-père, c'est sur le souvenir de ton grand-père. Sur le souvenir de mon grand-père, ça a fonctionné. Voilà. Ouais. Sur les souvenirs que tu as avec ta maman, ou en tout cas les épisodes avec ta maman, ça c'est ça. En fait, plus votre trauma est récent, plus vite ça va fonctionner. Plus votre trauma est ancré en vous, plus ça va être difficile parce que c'est enfoui. Aller unlock. Donc ça a duré en tout et pour tout 2 ans et demi. Ce qui est trop chouette, c'est que finalement ma thérapie, je l'ai terminée juste à l'aube de mes 30 ans. Et en fait, ma psy m'avait dit, écoute, avec le MDR, ce qu'on va faire pour ta mère, c'est que tu vas lui rédiger une lettre. Et je lui ai dit, mais hors de question, je vais pas faire ça. Et elle m'avait dit, en fait, pour que tu avances, faut que tu lui pardonnes. Mais n'importe quoi, jamais de la vie, je lui pardonnerai, ça va pas ou quoi. Mais j'avais pas notion de ce qui était vraiment le pardon dans cette thérapie. Pour moi, le pardon, c'était vraiment, je pardonne et on efface, on recommence. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est le pardon alors? Alors le pardon, qu'est-ce que c'est? Le pardon, c'est accepter ce qui s'est passé, pardonner, accepter en fait que ma maman n'ait pas été la maman idéale et qu'elle a fait avec les moyens du bord à ce moment-là. C'est pas pardonner au sens littéral, mais c'est pardonner pour pouvoir moi avancer. Ça veut pas forcément dire avancer avec elle. Et moi, mon objectif, c'était de pouvoir être capable un jour de lui envoyer cette fameuse lettre pour pouvoir recommencer un chapitre vierge. Donc ça a pris 2 ans et demi. On a passé par plein d'autres outils qui ont été incroyables, vraiment fous. Jusqu'au jour où j'ai écrit cette lettre. J'étais dans le train, je revenais de chez ma copine d'Annecy. C'est sorti tout seul. J'ai écrit cette lettre qui a été franchement heureusement que j'ai pas envoyé celle-ci parce que vous allez comprendre par la suite, mais elle était atroce, la lettre. Vraiment, si une maman lit ça, ça lui brise le cœur. Et en fait, l'objectif c'était de lire cette lettre en séance et à chaque fois que j'avais une émotion dans la voix ou que j'avais une réaction, on faisait donc l'exercice de l'EMDR. Elle m'avait dit ça peut prendre du temps comme pas du temps. La séance, le jour où je suis arrivée avec ma lettre en séance où je savais qu'on allait travailler, j'étais terrorisée vraiment, je faisais que de pleurer avant. Je savais ce qui m'attendait. Je suis arrivée en séance, j'ai pleuré même avant même de commencer la lettre. Donc je crois qu'au début, le premier truc, c'était j'ai écrit maman, virgule, et après je commençais. Dès que j'ai dit maman, je me suis mise à pleurer. Et je crois qu'on a fait un quart de la lettre pendant cette séance-là. Et je la voyais la semaine qui suivait, ou dans les 15 jours. Les 15 jours qui ont suivi que je suis revenue avec la lettre et qu'on a repris, je n'ai pas ressenti une seule émotion. C'était fini. J'étais guérie. Tu penses qu'il faut quand même conscientiser certaines choses, il faut le vouloir, il faut en avoir envie? Je pense qu'il faut un minimum conscientiser qu'en effet, il y a quelque chose qui n'est pas normal et il faut être prêt parce que franchement, c'est dur. Le travail, les 2 ans et demi ont été quand même assez exténuants. Et donc, du coup, j'ai réécrit une lettre à ma mère. Je lui ai pas envoyé celle que j'ai écrite qui était atroce. Je lui ai réécrit une lettre et je lui ai envoyé avant mes 30 ans. Et pour moi, cet envoi, je me revois la mettre dans la boîte aux lettres où je chialais en mode, ça y est, je l'ai fait. Enfin, je suis libérée et c'est ok. Parce que j'avais déjà coupé les ponts du coup avec ma mère et j'avais besoin de lui expliquer pourquoi je l'avais fait pour pouvoir recommencer une nouvelle décennie de la meilleure des manières. J'ai jamais eu une réponse. J'attendais pas de réponse. Je l'ai recroisé 4 ans après. Je l'ai recroisé pas 4 ans après, mais je l'ai recroisé du coup 1 an après l'envoi de cette lettre au moment où j'ai perdu ma grand-mère paternelle. Mais ça faisait 4 ans que j'avais coupé les ponts avec ma mère. Ouais, parce que j'avais posé cette question. Est-ce que tu as commencé la thérapie? Est-ce que tu as coupé les ponts et du coup commencé la thérapie? Est-ce que tu as coupé les ponts pendant la thérapie? Ouais, j'ai coupé les ponts pendant la thérapie. Donc de manière naturelle ou est-ce que c'est la psy te l'a recommandé? Non, alors non, ça a été un naturel, mais c'est en fait mon grand-père est décédé en novembre et ma grand-mère est décédée 6 mois après. Ta grand-mère maternelle aussi. Ma grand-mère maternelle. En fait, il y a plus rien qui me rattache à ma mère. Donc je me suis dit en fait c'est le bon moment, je coupe tout et je me reconstruis.
Et je pense que ça m'a aidé malheureusement ces 2 événements traumatisants et tristes. Un signe en fait C'est ça. Ça y est. Il y a plus rien qui te... Exactement. Donc à partir de juin 2021, je n'ai plus de contact avec ma mère. J'étais la seule des 7 à avoir coupé contact. Je sais qu'elle avait des news de moi de temps en temps parce qu'elle est quand même vicieuse dans son truc là. Elle essaye quand même, mais elle a jamais tenté de comprendre. Et c'est là où je me dis en fait, quelle mère laisserait son enfant couper de contact et ne pas essayer? Et elle a jamais essayé. Elle a jamais essayé de reprendre contact. Tu l'attendais? T'aurais aimé? Je pense qu'une partie de moi oui, t'espères que ta mère ait un moment de lucidité en disant mais putain, mais qu'est-ce que je fous, genre c'est la chair de ma chair. Ouais, j'avais par contre mes messages annuels d'anniversaire auxquels je ne répondais pas. J'avais archivé d'ailleurs la conversation de ma mère et le jour où je l'ai vue, donc c'était quasiment 1 an après l'envoi de la lettre, c'est elle qui gardait les petits au moment des obsèques de ma grand-mère et je devais repartir avec ma sœur pour Paris, donc j'étais obligée de retransiter par l'endroit où elle gardait les enfants pour partir. Et quand j'ai vu ma mère, elle était paniquée de me voir, donc en fait elle s'affairait et on s'est vu peut-être moins de 5 minutes. Et moi j'étais terrorisée avant de la voir en mode mais qu'est-ce que je vais ressentir, j'ai peur de ce que je vais ressentir. Et en fait rien. Toi t'as rien ressenti? Non. Ni colère, ni haine. Non, je suis apaisée. Ni amour, ni... Apaisée. Franchement, c'est le mot parce que maintenant, je suis plus en colère. J'arrive à parler de ma mère de façon hyper détachée et de manière ok. Je l'ai revue l'été dernier parce que pareil, je devais aller récupérer ma nièce qui était chez elle. Et ce qui est très drôle et très fort, c'est que ma mère a fait absolument comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'elle m'appelait ma chérie, comme si on s'était vu le week-end dernier. Non, ça fait quand même une paire d'années qu'on ne partage plus rien. Elle est pas au courant, mes frères et sœurs l'ont prévenu, mais elle ne sait pas que j'avais changé de travail quand j'étais encore à Paris, elle ne sait pas que j'ai déménagé, elle ne sait pas qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui lui ai raconté tout ça, donc elle suit de ça de très loin, en fait, finalement. Donc, mais je suis ok avec ça et comme je lui ai dit dans la lettre, aujourd'hui j'ai ce besoin de me protéger. Je n'exclus pas et je nous souhaite un jour de nous retrouver, non pas pour rattraper le temps, mais pour démarrer démarrer une nouvelle relation saine en respectant nos limites. Donc, tout ce travail a permis, et ça c'est important aussi pour les gens qui se reconnaîtront à travers ton témoignage, et je sais qu'il y en aura. Tu fermes pas la porte et c'est ce que la thérapie t'a peut-être aussi aidé à faire, c'est-à-dire effectivement de pardonner dans le sens comprendre, te pardonner toi aussi. On le sait, quand on traverse une thérapie, on apprend à se pardonner, c'est peut-être le plus dur d'ailleurs. Et ça te permet aussi aujourd'hui d'entrouvrir une porte. J'aime bien dire, on reprend pas l'histoire où on l'a laissée, mais on ferme le livre et puis on en ouvre un autre. S'il y a eu une rupture à un moment donné dans une relation, c'est pas pour rien, c'est qu'elle correspondait plus et qu'il faut être capable d'en ouvrir une autre. Et du coup, c'est bien pour toutes celles qui nous écouteront en se disant, on peut éventuellement laisser une seconde chance quand c'est ok, quand les limites aussi sont respectées, parce que c'est pas toujours le cas. Toi aujourd'hui, comment tu les poses tes limites, comment tu les poserais? Très bonne question parce que du coup je me suis jamais trop demandé quelles seraient mes limites, si demain on devrait réouvrir une porte. Enfin si, en fait je les connais, c'est juste que je choisis ce que j'ai envie de partager avec elle. Quand je suis allée récupérer ma nièce, je suis restée à manger le midi, elle me posait des questions et en fait je me sentais bien parce que je décidais de lui partager tel ou tel détail et je sentais plus cette pression comme j'ai pu le sentir par le passé. Et en fait je suis repartie de ce repas en étant fière de moi et en me disant putain Yael, tu l'as fait quoi. Tu maîtrises là, c'est toi qui maîtrises. Exactement. Tu maîtrises ce que tu dis, ce que tu dis pas. Exactement. Et qu'est-ce qui serait red flag pour toi? Par exemple, à partir de quand qu'est-ce qui te dirait là où ok, j'ai réouvert la porte, là je sens. Je pense que c'est quand si elle rejouait un peu son numéro de Calimero et de victime. Et aujourd'hui, tu aurais les armes pour poser tes limites. Tu sens que tu as les armes pour poser tes limites. Ouais. Je les ai parce que je les ai construites, ces armes, et que j'arrive à l'appliquer aux autres. Parce que ce que j'ai vécu avec ma mère, en fait, j'aurais pu vivre avec n'importe qui d'autre. Je l'ai vécu d'ailleurs avec un homme, parce que comme disait la thérapeute à l'époque, en fait, tu reproduis les mêmes schémas, t'es habitué à ces profils-là. Et j'avais un peu le profil de l'infirmière, comment on dit, le syndrome de l'infirmière du sauveur. Aller là où tu pouvais sauver quelqu'un, exactement, quitte à te
J'aime toi. profondément l'humain et moi mon objectif, je pense, sur Terre, c'est d'aider un petit peu, comme je peux avec les outils que j'ai. Et c'est pour ça que je fais ce métier aussi. Et je pense que cette thérapie, elle est pas innocente dans la voie que j'ai choisie aujourd'hui. De redonner la voix aux femmes, décomplexer la parole, etc. Je pense que c'est pas anodin parce que on m'a bridée pendant tellement d'années qu'aujourd'hui, j'ose m'exprimer. C'est peut-être pas de la manière la plus parfaite et que je suis pleine d'imperfections, mais en fait, c'est qui je suis. Pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais donner, 3 conseils que tu pourrais donner, ou en tout cas peut-être 3 alertes, ou 3 choses, toi, qui t'ont mis en alerte, ou après la thérapie maintenant, avec le recul, pour identifier peut-être si on est dans une relation toxique avec sa maman, si on n'est pas dans une relation normale, ou si c'est le moment peut-être aussi pour nous d'aller consulter, de rentrer en thérapie. Voilà, quelles sont les 3 choses que tu pourrais transmettre à ces femmes? Je vais me baser du coup sur comment j'aurais pu faire les choses différemment si j'avais eu les armes. C'est déjà d'en parler. Moi, je m'étais murée dans un silence, donc c'est ne pas hésiter à en parler et de s'entourer de personnes de confiance pour ouvrir la parole, ne pas hésiter à demander de l'aide d'un professionnel. Moi, sans cette psychologue, j'en serais sans doute pas là où j'en suis aujourd'hui, et ne laisser personne nous rabaisser. Enfin, personne, que ce soit dans le perso, dans le pro. Enfin, en fait, personne n'a le droit de nous Ni même une maman. Ni même une maman. Et ça, c'est très important. Maman, papa, Frère, c'est sœur, famille, même au sein de la famille. Personne n'a le droit, d'avoir une emprise et de rabaisser. Ouais, je sais pas si c'est les 3 meilleurs conseils, j'ai pas réfléchi. Mais ouais, je pense que déjà d'ouvrir la parole, ça en sauvera plus d'un. De se dire qu'on n'est pas tout seul, en fait. C'est vraiment exactement le but, encore une fois, du podcast, et c'est pour ça que franchement c'est précieux que tu le fasses. Je sais que c'est pas du tout facile. Moi, ça me fout des frissons, donc franchement merci. Merci à vous. Et on enchaînera sur la conclusion en disant que effectivement on choisit pas sa famille, mais on peut choisir la personne qu'on décide d'être, ce que tu nous as montré avec la thérapie, que mettre de la distance, c'est pas trahir, et que poser ses limites, c'est se protéger. J'insiste beaucoup sur cette phrase, mettre ses limites, c'est se protéger. Et merci Yael d'avoir mis des mots là où la culpabilité impose souvent le silence. Donc merci beaucoup pour ton témoignage en toute sincérité et solaire aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Et si vous aussi, les petites meufs, vous êtes dans cette situation, une relation toxique avec l'un des membres de votre famille, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Et on vous dit à très vite dans Bande de Meufs.